Je te le dis en off. Parce que pour beaucoup de journalistes, c'est leur identité. Elles sont pas juste femmes, elles sont femmes journalistes. Je me suis beaucoup retrouvée aussi dans les témoignages. J'avais l'impression de me sentir très seule parfois. Les difficultés que rencontrent ces femmes ne sont pas juste le fait d'être femmes, mais elles sont souvent exacerbées dans leur cas, forcément au sexisme, mais il y a aussi toutes les questions de racisme, là où on parle d'intersectionnalité, oui. On a une jeune femme dans le livre et elle dit « mais je ne voulais pas qu'on sache que j'étais enceinte ». Je pourrais pas dire que c'était une intuition, mais je sentais que ça allait poser problème, que j'allais perdre des piges. Elles disent toutes que avoir un enfant, c'est un obstacle, c'est presque un handicap en fait. Mejdaline Miri, qui est journaliste sportive, qui parle constamment de cette impression des femmes journalistes, déjà de devoir en faire beaucoup plus que les hommes pour être à compétences égales. Et que quand on fait une faute, elle est beaucoup plus vite imputable. Ça pardonne pas en fait. Et jamais on déconseillerait à quelqu'un de faire ce métier, surtout pas à une femme. On va se serrer les coudes et oui, il y a moyen de se battre, d'être plus forte. Moi, c'est vraiment ça que je voudrais véhiculer avec ce bouquin. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en guerre. CNN is fake news. Don't talk to me. Alors c'est devenu un métier, donc en 2017, de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier ? Moi, c'est Mélanie, alias Mélanie Nouveaux Médias sur Instagram. Réalisatrice de reportages pendant 7 ans pour la télé, aujourd'hui, je suis experte en nouveaux médias et je t'emmène dans les coulisses de l'audiovisuel, qu'il soit tradi ou digital, fake news, mensonges, jeux d'influence et de pouvoir. Mon objectif, c'est de t'aider à mieux t'informer en levant le silence sur ce qui se passe derrière la caméra, les micros, dans les rédacs, dans les bureaux des prods. Et surtout, on décrypte tout ça avec les insiders, ceux qui font les médias. Bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 de Je te le dis en off. Aujourd'hui, je reçois Claire Lemaître et Pauline Renaud, deux journalistes et amies qui ont coécrit le livre Femmes journalistes entre passion et désillusion. Un livre qui rassemble 31 témoignages de femmes journalistes dans lesquels je me suis énormément reconnue. On parle de pourquoi on devient journaliste quand on est une femme, mais aussi de harcèlement, précarité, inégalité, racisme et sexisme. On parle de celles qui restent, de celles qui partent et de celles qui reviennent à ce métier. Et surtout, on parle de solutions, d'espoir et comment continuer à faire ce métier qu'on aime. Bonjour à toutes les deux, bonjour à Pauline, bonjour Claire. Aujourd'hui, on est sur un nouvel épisode de Je te le dis en off. Je reçois Claire Lemaître et Pauline Renaud qui ont écrit un super livre qui s'appelle Femmes journalistes entre passion et désillusion. Et j'avais très envie de vous recevoir parce que moi je reçois beaucoup de femmes journalistes sur le podcast. Donc déjà c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, parler des femmes dans les médias. Et aussi parce que je crois que j'en avais parlé à Claire, c'est un sujet que j'avais aussi en tête parce que j'avais très envie de lire sur ce sujet et je trouvais pas de livre dessus. Et je m'étais dit peut-être carrément qu'il faudrait que j'écrive dessus. Et puis je crois que c'est un journaliste en commun qu'on connaît, Jean-Marie Charon. Chercheur, ouais. Ouais, qui a partagé votre livre. Et je me suis dit, super, ça va être trop cool. Et en lisant votre livre, je me suis beaucoup retrouvée aussi dans les témoignages. Et je me suis dit, mais j'avais l'impression de me sentir très seule parfois. Et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose d'un peu systémique aussi dans la façon dont travaillent, dont vivent les femmes journalistes. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous recevoir aujourd'hui. Donc, je suis très contente. Merci. Avec grand plaisir. Peut-être que déjà, vous pouvez vous présenter chacune pour que les gens vous connaissent un petit peu mieux. Alors moi, je suis journaliste depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années. Je suis spécialisée en économie et en finance. Donc, je parle des marchés financiers. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas mal la géopolitique, la politique, tout ce qui peut influer sur les marchés. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de Donald Trump, le président américain, qui a beaucoup d'impact et sur Wall Street et sur le CAC 40. Et puis, on parle aussi de choses assez dures, les guerres qui ont une influence sur les prix du pétrole, certains secteurs comme la défense en bourse. Donc, moi, je travaille là-dessus. Et toi ? Et moi, je suis enseignante-chercheuse à la fac à Londres. Avant ça, j'étais journaliste pendant plusieurs années, et notamment journaliste éco. Donc on a fait la même école avec Pauline. Okay, c'est comme ça on que vous s'est êtes rencontrés au CELSA. Ouais. Je crois que tous les deux, on se destinait pas du tout à faire du journalisme éco. Pas du tout. Mais finalement, en fait, on s'est bien trouvé là-dedans. Et maintenant, j'enseigne surtout le journalisme financier
à la fac aussi. Et c'est vrai que, comme Claire le dit, c'est pas que de la finance. Il faut prendre en compte toutes les questions géopolitiques. C'est fascinant. Et la question des femmes aussi, par rapport aux questions de finance, est passionnante. Et j'avais une petite question, parce que quand j'ai commencé le livre, vous parlez aussi de la raison pour laquelle souvent les femmes ont envie d'être journalistes. Il y a plein de raisons, mais une des raisons principales, je crois que c'est aussi pour se sentir utile. Est-ce que vous, c'est une vocation d'être devenue journaliste ? Je crois que moi, c'est venu très tôt, en tout cas. Je me retrouve pas mal dans le témoignage de celles qu'on a interviewées depuis l'adolescence. Et je crois qu'il y avait, plutôt que l'idée d'être utile, je crois que c'était l'envie d'aventure, constamment. Mais de faire aussi un métier comme ça prestigieux de ce point de vue-là. Pas seulement voyager, mais aider, faire quelque chose d'utile. Oui, on a beaucoup de journalistes qui nous disent... Il y a Laetitia Limois, par exemple, qui bosse au Monde. Elle dit qu'elle s'était fait une petite caméra en papier, qu'elle enregistrait des journaux radio. Et moi, je faisais exactement la même chose. Je faisais des compiles musicales que je donnais à une copine. On s'échangeait nos cassettes. C'était toujours un événement parce qu'on préparait la cassette pendant plusieurs jours, on la donnait. Et donc, on choisissait un peu nos tubes et on expliquait c'est quoi cette chanson. Et j'aimais bien beaucoup poser des questions. Et puis, l'écriture aussi, c'était quelque chose de très important. Et parfois, tu as des profs comme ça qui te marquent. Et moi, je me souviens très bien, c'était en 4e, une prof qui m'a dit, à moi et un vieux copain à moi, qui nous avait dit c'est pas mal l'écriture, vous pourriez envisager d'être journaliste. Donc ça a germé à ce moment-là. Et je me suis dit un peu comme Pauline que c'était une manière de découvrir plein de choses, parler à plein de gens et ensuite raconter, rendre ça accessible aux autres en fait. Et ça me semblait vraiment super. Ah, c'est drôle, ton histoire, ton anecdote de petite fille. Moi, j'ai créé un journal dans ma classe en CP. Moi aussi, j'avais envie d'être journaliste depuis petite. Et je l'avais appelé le journal des marmottes. Donc, c'était pas encore gros. Je sais pas, c'était une idée très brillante. Et il y avait je crois que c'était un des parents dans la classe qui en avait entendu parler. Et du coup, il nous avait invités au Parisien. Moi, c'était le meilleur jour de toute ma vie. J'avais la une du Parisien après dans ma chambre où j'étais en photo avec mon journal. Donc c'est drôle de voir qu'il y a beaucoup de femmes pour qui c'est une vocation et depuis toute petite, elles ont envie de faire ce métier. Ouais, ça peut venir très vite. Il y en a, c'est pas le cas du tout. Il y en a quelques-unes qu'on a interrogées et c'est venu un peu plus sur le tard. Ce qu'on a remarqué aussi, parce que le livre s'appelle « Entre passion et désillusion », c'est que parfois pour ces femmes-là qui l'ont moins rêvé, qui l'ont peut-être moins fantasmé, il y a moins une sorte de mythe du journaliste. On parle encore de Tintin, on parle encore de l'aventure tout le temps. Parfois, ces femmes-là, elles vont moins vivre la désillusion parce qu'elles s'étaient moins imaginé des choses. Et en fait, la confrontation avec le réel va être peut-être moins brutale. Oui, parce qu'il y a moins ce côté passion au storytelling qu'elles sont faites depuis petites. Ouais. Et il y a vraiment moins le côté... Parce que pour beaucoup de journalistes qui se sont imaginés journalistes très tôt, c'est leur identité. Oui. Elles sont pas juste femmes, elles sont femmes journalistes. Et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de se dire, est-ce que je peux faire quelque chose ? Parce que c'est pas seulement faire quelque chose, c'est est-ce que je peux être quelque chose ? Dans le livre, on a une des femmes qui a choisi de faire quelque chose d'autre parce que c'était trop dur, le métier de journaliste. Et elle l'a vécu vraiment comme un deuil. Ça a été vraiment... Comment je peux dire au revoir à cette carrière qui faisait vraiment partie, qui faisait partie d'elle. C'est douloureux et je pense qu'on le vit comme ça aussi tous les deux. En tout cas, moi, quand je me suis plutôt dirigée vers la recherche, je me voyais pas faire quelque chose qui soit pas en lien avec le journalisme. Et donc, enseigner le journalisme, c'est un moyen de se dire... je suis encore un peu là-dedans. Écrire ce livre, c'était un moyen de me dire... Être toujours dans le game. de toujours, de se dire quelque part, je suis quand même un peu journaliste encore. Et cette jeune femme que Pauline avait interviewée, qui raconte à quel point ça a été douloureux d'arrêter, elle dit, quand on me demande aujourd'hui qu'est-ce que tu fais dans la vie, elle dit, avant j'étais journaliste, maintenant elle est thérapeute.
Oui, dans la psychothérapie. Oui. Mais avant, j'étais journaliste. En fait, ça reste Ouais. en elle, ça fait partie de son identité. Elle continue à s'identifier comme ça. ouais. Exactement. C'est fou. Elle démarre toutes ses phrases comme ça. Qu'est-ce que tu fais avant? Mais ça J'étais m'étonne pas journaliste. du tout parce que moi, quand je vous ai un peu raconté mon histoire et les gens qui écoutent, ils connaissent, je la répète souvent, mais du coup, moi, j'ai rêvé d'être journaliste, je le suis devenue et au final, j'étais très déçue. Et du coup, je rentre complètement dans ce que tu disais où j'ai eu vraiment ce côté des illusions et j'ai tout arrêté d'un coup et j'ai jeté ma télé. Enfin, moi, j'étais un peu dans le drama. Mais par contre, quand on me demandait ce que je faisais, où je me cherchais, je savais plus ce que j'étais. En fait, à part être journaliste, donc pendant ces moments où j'ai arrêté, je savais plus quoi trop faire de ma carrière. Je disais, je suis journaliste, mais j'ai arrêté. Donc c'est très drôle. Et au final, je me suis aussi retrouvée dans vos témoignages parce que j'y suis revenue grâce au podcast. Et il y a un témoignage, mais j'ai posté d'ailleurs en story cette semaine la page parce qu'elle me parlait beaucoup. Vous disiez, il y a des femmes qui, grâce au digital ou lancent leur propre projet, lancent leur propre média, elles retombent un peu en amour avec leur métier et je m'en suis retrouvée dedans et je trouvais ça c'est drôle parce que j'ai l'impression d'être un peu toute seule et en fait je me suis dit non, en fait ça arrive à beaucoup de femmes et en fait on a un peu ce métier dans la peau. Vous parliez d'ADN je crois dans le livre. Tout à fait, oui. Et c'est intéressant de parler de ces stratégies que beaucoup de femmes mettent en place pour continuer de faire vivre ce rêve en fait de journalisme malgré les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Quelle qu'elle soit, mais il y a ça peut faire partie d'une association, ça peut aller vers différents médias. Faire partie d'un groupe de pigistes. Toi, par exemple, on a un petit peu parlé de ton parcours. Tu as raconté ce qui t'avait dégoûté, mais peut-être tu peux le redire d'ailleurs. Pourquoi tu as arrêté J'ai arrêté parce que je pense que je m'étais fait un grand mythe aussi de ce métier qu'on disait. Et en fait, je suis arrivée et moi, j'avais envie de changer le monde, voyager. Ouais, bien sûr. Il y a le côté les coulisses aussi. Enfin, je te le dis en off, c'est un peu ce que ça raconte. Mais ce que je dis dans les témoignages des femmes dans ce livre, c'est qu'on disait, moi, je peux parler à un ministre un jour et le lendemain, aller voir un combat de MMA. Et donc ça, c'est incroyable. On a accès à des choses où on parle avec des gens auxquels on n'aurait peut-être pas accès dans un autre métier qui avait ça. Et puis, je suis arrivée en télé et en fait, je me suis rendu compte que il y avait aussi des réalités d'argent, de publicité, de plaire à des annonceurs, que forcément beaucoup de personnes décisionnaires étaient des hommes. Moi, j'avais envie de traiter de sujets plus féminins, qu'il y avait aussi des clichés sur les femmes journalistes. Voilà tout ce que j'ai retrouvé dans votre livre. Donc, ça m'a fait du bien de me dire, OK, je ne suis pas la seule à penser ça. Et plus un côté précarité et du coup tout ça donnait un environnement un peu toxique et je me disais pourtant c'est des gens qui, quand je regardais les reportages à la télé, qui avaient envie de sauver les autres, aider les autres et en fait ils sont pas exemplaires eux-mêmes et ça m'a un peu déçue. Alors personne n'est parfait mais c'est vrai que j'étais un peu choquée de cet envers du décor là et à la fin c'était et la fatigue physique et la fatigue un peu de plus trouver de sens à ce que je faisais en fait. Mais d'où après le choix d'avoir mon podcast. Au final, je pensais arrêter totalement et j'y suis pas arrivée. Mais je me demandais, parce que là, on est un peu sur les côtés négatifs, pourquoi les femmes ont envie d'arrêter. Mais du coup, est-ce que votre livre il vient justement d'une réflexion entre c'est un métier passionnant, mais en même temps, il y a des côtés négatifs. Comment vous avez eu l'idée d'écrire ce livre toutes les deux ? Je pense que à la base, c'était aussi une expérience assez commune, même si finalement, moi, j'ai assez peu travaillé en France comme journaliste. Mais voilà, d'un ressenti de est-ce que ce qu'on fait maintenant correspond vraiment à ce qu'on avait en tête au départ, mais aussi l'idée que on ne pouvait pas juste comme ça quitter le journalisme, faire quelque chose d'autre, alors qu'il y a plein de choses qu'on apprend dans le journalisme qui sont utiles dans d'autres métiers. On pourrait finalement assez facilement se diriger vers d'autres professions. Et je crois que c'est parti de ça, même si on n'avait pas forcément d'expériences absolument horribles, mais quand même des expériences pas faciles qui fait que à des moments, on a peut-être remis en cause notre choix de carrière, mais sans vouloir le quitter. Et c'est aussi un peu le message du livre, c'est ça se veut aussi un peu porteur d'espoir. C'est la plupart des femmes sont journalistes, certaines le sont encore à la fin de ce livre, et certaines le sont depuis 30, presque 40 ans.
et que le journalisme reste un très beau métier qui continue d'attirer les femmes. On voit le nombre de cartes de presse, notamment pour les femmes. Et toi qui as lu aussi le travail de Jean-Marie Charon, qui est un chercheur spécialisé dans les médias, qui écrit des super bouquins, on les a lus. Il a écrit 2 livres. Il y en a un qui parle des journalistes qui arrêtent le métier. Il en a fait un autre plus spécifiquement sur les jeunes journalistes qui démarrent dans le métier. De mémoire, je crois qu'on reste 7 ans dans le métier et en fait, ils abandonnent. Et on s'est dit, c'est dingue parce qu'il y a toujours autant, voire plus de candidats aux écoles de journalisme. Il y a énormément. C'est un métier qui fait rêver. Il y a cette mythologie autour du métier. Et à côté de ça, en fait, on reste pas dans ce métier-là parce que c'est trop compliqué. Ça nous semblait assez pessimiste. Et en fait, on a un peu voulu prendre le problème à l'envers et se dire... ceux qui restent, pourquoi ils restent. Okay. Et ça, c'était l'idée de Pauline. C'est le petit côté un peu intello du livre. On parle un peu de Bourdieu et de l'illusio. Pauline, elle va peut-être l'expliquer. Mais en fait, qu'est-ce qui fait que tu tiens? Qu'est-ce qui fait que tu restes dans le métier? Et Pauline, tu peux expliquer, je pense. Oui, c'est ça. C'est en fait l'idée... pourquoi est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et c'est pas seulement pour le journalisme, c'est dans toutes les professions, notamment les professions ou tout secteur d'activité, ceux qui sont vraiment idéalisés, rêvés. Donc on pense pompiers, juges, médecins. C'est des métiers. Tu sais, quand t'es petite, t'as envie de se faire ce métier-là. En fait, ça fait partie des métiers qui font rêver. Et pourquoi les femmes en particulier, outre le fait que vous êtes des femmes, est-ce que vous pensez que c'est plus difficile d'être une femme quand on est enfin, c'est plus difficile d'être une journaliste femme que homme? Donc c'était notre idée de départ parce que voilà, on est femmes dans le métier et on a eu des expériences en fait d'être femme et c'est aussi confirmé en fait par des travaux de recherche sur le sujet. Alors, on le dit très souvent dans le livre, les difficultés que rencontrent ces femmes ne sont pas juste le fait d'être femmes, mais elles sont souvent exacerbées dans leur cas. On pense forcément au sexisme, mais il y a aussi toutes les questions de racisme, là où on parle d'intersectionnalité, oui. Quand le racisme et le sexisme sont associés, c'est des difficultés encore plus grandes. Donc... il y a la vie personnelle aussi, tout à fait. Parce que, en fait, dans le journalisme, tu sais, c'est un métier où tu vas être parfois plusieurs jours, plusieurs semaines loin de chez toi, à l'étranger ou ailleurs en France. C'est un métier où parfois il va falloir rester... Élection municipale, par exemple. Tu restes jusqu'à 2h du matin à monter tes sujets, à faire des interviews. En fait, être disponible, c'est une compétence dans le journalisme. Pouvoir rester au boulot longtemps, c'est une compétence. Moi, je me souviens, quand j'ai démarré, j'étais pigiste. Et en fait, j'osais jamais dire non quand on me téléphonait. Parce que je me disais, si je dis non, ils vont prendre quelqu'un d'autre. Il y a tellement de concurrence. Donc je me souviens d'un rédacteur en chef, parfois, il m'appelait à 7h du matin, pour le jour même. Il fallait que j'y sois 2 heures après. Sauf que moi, je sais pas, je me suis couchée tard. J'avais des choses à faire dans la journée. J'ai une vie personnelle, en fait. Et en fait, non. Et je me dis, il faut que j'y aille. J'osais pas dire non. Je n'osais pas dire non. J'y allais. Et en fait, quand t'es une femme, il y a aussi la maternité. Et ça devient quelque chose, c'est une étape dans la vie d'une femme journaliste qui est très compliquée. On a une jeune femme dans le livre qui a d'ailleurs préféré rester anonyme. Et elle dit, mais je ne voulais pas qu'on sache que j'étais enceinte. Je pourrais pas dire que c'était une intuition, mais je sentais que ça allait poser problème, que j'allais perdre des piges, qu'on allait dire que j'étais... Après, il y a toute cette histoire du plafond de verre pour les femmes. À partir du moment où tu as un enfant... tu n'arrives plus à progresser ni en salaire, ni... Alors, il y a des femmes qui ont des postes de rédactrice en chef, il y a des femmes qui ont des postes importants dans le journalisme. Mais elles disent toutes qu'avoir un enfant, c'est un obstacle, c'est presque un handicap, en fait. Alors que quand on a un homme et qu'on est père, c'est différent.
Voilà, alors il y a de plus en plus d'hommes qui s'occupent de leurs enfants. Hein. On ne peut pas dire que les hommes ils fichent rien, mais en tout cas c'est une étape qui est compliquée parce que tu as un enfant, tu peux plus partir en reportage à Lyon pendant 3 jours. En fait, t'es plus toute seule, quoi. Et donc, moi j'ai la trentaine, donc je suis en plein avec mes copines qui ont des enfants ou qui ont été enceintes. Et moi j'ai entendu ils veulent pas me mettre, ou je pense qu'ils m'ont pas mis sur tel poste parce que j'ai un enfant en bas âge et qu'ils se disent que je pourrais pas partir, que je serais pas assez dispo. Donc en fait, il y a carrément des espèces de préjugés où elle me dit, je suis pas, j'ai pas la preuve, mais c'est une intuition. mais je sens que voilà, ou qui ont eu des réflexions quand leur bébé est malade, etc., qui se prennent des réflexions pas très humaines, quoi. En fait, il y a un côté où on doit être totalement dispo, peu importe sa vie perso, etc., dans ce métier-là, quoi. Et on a aussi le témoignage, pareil, d'une autre journaliste qui est anonyme, qui a la cinquantaine cette fois-ci, et qui raconte qu'à son retour de congé maternité, en fait, son poste n'existait plus. Donc on lui a proposé de changer de service avec un salaire moindre, alors que justement, quand on vient d'avoir un enfant, c'est pas forcément facile d'avoir moins d'argent. Bien sûr. Ça m'a surpris quand j'ai vu, parce que moi, je pensais que c'était aussi beaucoup lié au fait qu'on a un métier précaire, que c'est de la pige, etc. Et de lire que ça arrivait aussi à des femmes qui étaient avec des postes en place, CDI, etc., que ça arrivait aussi, ça m'a plus surprise. Oui, non, c'est... Alors, c'était certes il y a quelques années, mais... Non, je pense que ça existe encore. Je pense que tu as vraiment une appréhension. Il y a la vie personnelle aussi, pour celles qui n'ont pas forcément d'enfants, mais davantage de célibat chez les femmes. C'est, en fait, quand tu bosses jusqu'à pas d'heure, que tu n'es pas là, est-ce que ton compagnon il va comprendre ça ? Est-ce qu'il va accepter ça ? C'est compliqué de dire non, le week-end, moi, je ne suis pas disponible. C'est des métiers qui sont... dur à comprendre. Et puis, l'autre chose, évidemment, qui frappe les femmes, et là, évidemment, on parle de tout ce qui tourne autour de MeToo, qui a été une vague très importante, c'est le sexisme, le fait que les femmes vont être plus fragiles face à certains rédacteurs en chef. Donc, il y a plein de stratégies qu'elles nous ont expliquées, où moi, parfois, j'ai halluciné. Je mets pas de jupe pour partir en reportage. Je m'attache les cheveux. Je veux pas être féminine. J'interviewe un politique. Il regarde mon décolleté. Et ça, en fait, quand tu essaies de bien faire ton boulot, d'être sérieuse, toi, tu es là pour travailler, pour apporter des infos. Et c'est hyper dur, quoi. C'est de vivre ça. Ça m'étonne pas parce que, justement, en ce moment, j'ai cette réflexion-là autour de mon podcast, puisque avant de faire ce podcast, j'étais que journaliste en télé. Et quand j'ai lu ce témoignage, ça m'a fait trop rire parce qu'en fait, c'est des mécanismes dont on ne se rend pas forcément compte. Absolument. Ouais. Et en fait, quand j'ai lu que moi, par exemple, en reportage, je ne mettais jamais de jupe, c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai un blazer, mais normalement, je le fais pas. Je le fais plus sur mon podcast parce que justement, c'était la tenue que j'avais tout le temps. En fait, pour tourner, j'avais une tenue qui était très stricte. En fait, je voulais pas du tout. En fait, pour moi, je voulais que mon sexe ne rentre pas du tout en compte dans le fait d'être journaliste. J'étais pas une femme journaliste, j'étais une journaliste. Et en fait, le premier jour où j'ai commencé mon premier stage en journaliste, on m'a tout de suite sexualisée. On a tout de suite parlé de mon apparence, etc. On m'a fait des blagues un peu graveleuses. Ce qui fait qu'en fait, tout de suite, je me suis dit, ah ouais, je peux pas être juste journaliste, je suis forcément une femme journaliste. Et on m'a renvoyé mon image de femme en pleine tête. Et après, c'est un réflexe. On m'a pas dit de pas m'habiller comme ça. Mais en fait, je l'ai fait de moi-même pour me dire, ok, moi, je veux montrer que je suis sérieuse, en fait, et je veux pas que tout le temps, il y ait du sexisme. Et c'est vrai que c'est un peu insidieux parce que c'est pas quelque chose qu'on nous demande de faire, c'est une espèce d'autocensure qu'on peut avoir. On n'en est pas forcément consciente. Et puis il y a aussi cette impression que tu vas être moins compétente. Oui. Ça, on en parle beaucoup, notamment sur les journalistes sportives. Oui, tout à fait, puisqu'on a parlé notamment à Mejdaline Miri, qui est journaliste sportive et qui fait partie de l'association des femmes journalistes de sport, et qui parle constamment de cette impression, et pas que la sienne, des femmes journalistes, déjà de devoir en faire beaucoup plus que les hommes pour être... alors que, à compétence égale, mais de devoir constamment prouver qu'on est aussi compétente qu'un homme. Ça, c'est constant. Et que quand on fait une faute, elle est beaucoup plus vite imputable, en tout cas. Exactement. Ouais. Ça pardonne pas, en fait. Oui. On a Lucille Guillotin aussi, elle bosse chez Stade 2 maintenant, donc tu vois, elle a roulé sa bosse.
Elle raconte ses débuts à Strasbourg. Elle commente les matchs de l'équipe. Et en fait, on lui dit de retourner dans sa cuisine, qu'elle n'a rien à faire là. Et en fait, tu sens cette violence parce que je pense qu'elle est hyper contente. Il n'y a pas tant de femmes que ça à l'époque qui commentent des matchs de foot. Et en même temps, on va rien laisser passer, quoi. C'est-à-dire, elle raconte, elle travaille sa feuille de match pendant 4 heures, connaît tous les noms des joueurs. Si elle fait une erreur, tout le monde va se moquer d'elle. Je pense que ça a sans doute un peu changé tout ça, mais en tout cas, il y a beaucoup de travaux de chercheurs sur les femmes journalistes dans le sport parce que c'est un milieu qui est encore très squatté par les hommes et c'est encore plus compliqué d'y faire sa place. Ce procès en incompétence et dans les stratégies, parce qu'on a donc essayé d'être un peu optimiste et qu'elle nous explique un petit peu comment vous faites pour rester dans ce métier, pour vous battre, pour progresser. Et c'est vrai que travailler, c'est quelque chose qui revient énormément. Se spécialiser aussi. Tu vois, Pauline et moi, on s'est spécialisés en économie. Je pense que ça a été une force pour nous parce que, en fait, t'as un savoir que les autres n'ont pas forcément. C'est toujours se démarquer plus, quoi. C'est ça. On a Aline Brachet qui est dans une asso spécialisée dans l'environnement. Donc, tu vois, elle est vraiment spécialiste de tous ces sujets-là, écologie, environnement. On avait parlé avec Nora Hamadi. Elle s'était spécialisée dans les questions européennes. Et elle dit, mais je connaissais mes sujets. Je suis en conf de presse. Je sais ce que je vais raconter. Moi, j'ai pas peur de prendre la parole parce que les sujets, je les connais sur les bouts des doigts, si tu veux. Et ça permet aussi, je pense, de s'imposer face à parfois des hommes. Alors, tous les hommes sont pas comme ça. Aussi, ça, il faut le dire, parce qu'il y a des hommes qui sont super. Je pense qu'il y a des hommes aussi qui souffrent de cette ambiance-là. L'ambiance un peu vestiaire. L'ambiance, on fait des blagues de cul, on fait des blagues... toxique, ouais, et je pense qu'il y a des hommes qui sont pas du tout à l'aise avec ça. Mais en tout cas, les témoignages qu'on a eus... Et je crois que c'est ça qui est aussi vraiment fatigant, c'est de se rendre compte qu'on est, en tant que femme journaliste, on est constamment en train d'élaborer ces différentes stratégies pour exister dans le métier. Et c'était intéressant d'interviewer ces femmes-là qui, au fil de l'entretien, se rendaient compte que « Ah oui, je fais ça en effet. Ah oui, j'avais pas... » Et qu'elles prennent conscience de ces stratégies auxquelles que parfois on ne conscientise pas forcément, mais qui sont fatigantes au final pour continuer d'exister. Des fois, on parlait de certaines femmes qui se spécialisent, qui essayent un peu de se masculiniser. Il y a des travaux de recherche qui ont montré que d'autres femmes jouent un peu la bimbo. Qui justement, elles jouent des stéréotypes un peu sur les femmes. Voilà. En ayant l'air un peu plus, en tout cas, on se méfie moins d'elles pour faire des interviews. D'être dans la séduction, pour essayer justement d'avoir des infos, accéder à des endroits auxquels pourraient ne pas avoir facilement accès. On a moins peur d'elles. Alors, il y en a, quand tu leur parles de séduction, elles sont pas du tout d'accord. Elles disent « Non, pour moi, c'est pas une arme. » En revanche, c'est vrai que être une femme... on va se dire la potiche, quoi. Moi, je l'ai reconnu, où je me suis dit, comme j'ai l'air moins jeune, mais quand j'ai commencé, j'avais une tête j'avais l'air très jeune, très blonde, et du coup, on me prenait un peu pour une débile, souvent, vraiment, clairement. Et en fait, au début, j'étais un peu révoltée, et en fait, après, j'en ai fait aussi une arme où je me disais, ok, moi, en fait, j'ai les mêmes objectifs en tant que journaliste, de faire des interviews, d'aller creuser, etc. Et en fait, je me suis dit, en tout cas, ça peut être une arme, mais en fait, on se méfie beaucoup moins de moi. Et donc, je faisais l'interview et bim, je balançais une question. Et en fait, on la voyait pas venir. Alors qu'ils auraient peut-être moins donné cette interview à un homme un peu plus âgé, qui avait l'air d'avoir un peu plus baroudé dans le métier. Et ça, je m'en suis rendu compte en lisant aussi le livre que j'en jouais aussi. Ça m'est déjà arrivé. Oui, parce que tu as des femmes qui sont sur des terrains compliqués. On a 2 grands reporters. On a Dorothée Oliéric de France 2 et Clémence Dibou de BFM, qui sont sur des terrains vraiment, vraiment compliqués.
dangereux. Elles mettent quand même souvent leur vie en danger. Mais elles expliquent qu'effectivement, au contact des soldats, au contact de beaucoup d'hommes, en fait, ce côté féminin, alors sans vouloir essentialiser et dire qu'une femme c'est plus doux, qu'une femme c'est plus gentil, mais elles se rendent compte que parfois aussi elles vont avoir une qualité d'écoute. Et le fait que, oui, en fait, on va moins se méfier d'elles, en fait, elles arrivent à se faufiler et à avoir une super info que peut-être, un homme n'aurait pas eu aussi facilement. Oui, ça m'étonne pas. Et il y a eu beaucoup d'études faites sur, notamment dans le sport, dans les émissions sportives à la télé, où là, c'est vraiment... on voit plus de femmes, elles ont plus de temps de parole, mais dès que c'est l'expert, dès que c'est c'est un homme, c'est vraiment le rôle de l'expert est sacralisé, et donc c'est quand ça va être du football masculin, dans 90% des cas, on va demander à un homme son avis sur la question. Oui, il y a encore un peu cette idée de la potiche, quoi, Oui, de la fille qui fait un peu d'écho. Je pense que ça évolue, mais qu'il y a encore... il y a encore du travail, et c'est pour ça aussi qu'il y a besoin de modèles. Et tu as certaines femmes qui, elles, pour le coup, y réfléchissent beaucoup. Des femmes racisées aussi, qui disent, c'est ce que tu racontais avec Mathieu Mollard de Street Press, sur le fait qu'il faut qu'il y ait davantage de diversité, en fait, à l'antenne. Parce qu'effectivement, si tu vois pas des femmes commenter des épreuves de sport hyper prestigieuses, est-ce que tu vas te dire, moi aussi, en fait, j'ai le droit d'y aller. Laetitia Limois, par exemple, elle vient de la Martinique, et elle dit qu'il y a beaucoup de gens qui lui disent, bravo Laetitia, bravo, t'es au monde, t'as réussi. Et en fait, quand on te voit là faire tes vidéos, on se dit, on y a droit. Et Nora Hamadi, c'est pareil, par exemple. Tout à fait, il y a encore un manque de modèles, notamment les femmes racisées. Pour ce qui est reporter de guerre, Clémence Dibou expliquait que le service public a ouvert la voie assez tôt, finalement. Dès les années 80, on a vu pas mal de femmes journalistes de guerre sur France 2 et tout ça. Mais c'est vrai qu'en termes de femmes... de diversité, c'est ce que vous disiez. Et notamment dans les postes... Dans la hiérarchie aussi, il faut voir des femmes chefs, il faut voir des... Alors, il y en a dans certains... le service public fait un gros boulot par rapport à ça. Mais tu vois d'autres publications, d'autres journaux, d'autres chaînes où, en fait, c'est plus compliqué. Et puis, les salaires, c'est pas ça non plus, quoi. Donc, ce que je lisais, je crois que c'est un témoignage dans le livre qui disait, en fait, quand il y a des femmes à l'antenne, elles sont quand même souvent blanches, jeunes, font du 36-38, donc on est un peu toujours dans ce profil-là, et on a encore du mal à voir des femmes grande taille ou racisées, ou qui représentent un peu toutes les femmes, quoi. Et on reste encore dans ces clichés-là. Enfin, ça, c'est quelque chose que vous avez aussi retrouvé dans les témoignages ? Oui, et c'est Pauline aussi qui citait une recherche par rapport à ça, le phénomène du token, qui est très intéressant, mais je te laisse expliquer. Donc on va mettre une femme, racisée, plus âgée, ou d'une taille plus grande, on va dire. Mais on en met une, et on se dit comme ça, on a fait notre boulot, regardez, exactement. Et donc, on fait notre boulot, regardez, on est diversifié. Et en fait, derrière, il n'y a rien, il y a personne dans les hiérarchies. Il va y avoir beaucoup de blancs. C'est Arwa Barkala qui nous disait, parfois, on voit des photos des rédacs, et en fait, c'est que des gens blancs, beaucoup d'hommes, et... en fait, la diversité, c'est pas vrai, elle est pas vraiment là. Il y a encore beaucoup de boulot. Effectivement, ça s'améliore, mais et je pense que les gens, ils ont besoin de cette diversité-là aussi. On reproche beaucoup aux journalistes de parler un peu toujours des mêmes sujets, de toujours aller dans les mêmes endroits. Et en fait, c'est aussi ça. Il y a une crise de confiance quand même par rapport aux journalistes. Et je pense que ça joue aussi, c'est-à-dire, on a l'impression que c'est tous des gens qui ont fait des hautes études, un peu parfois les mêmes écoles que les gens qui sont dans la politique. T'as cette impression d'entre-soi. Ouais. Et en fait, est-ce qu'on peut faire confiance à des journalistes qui sont jamais allés
Moi, tu vois, je viens de la Mayenne, par exemple. Là, ça me touche beaucoup ce qui se passe avec les agriculteurs, leur combat. Et j'ai l'impression que peut-être de Paris, on fait pas suffisamment. Alors, il y a beaucoup de reportages, mais peut-être que parfois, ils se disent ils viennent pas suffisamment nous voir, parler de nos problématiques. Et il y a un décalage. Et puis, du coup, quand il y a décalage, il y a un problème de confiance. Oui, je pense que le problème de diversité, ça va être un problème de s'identifier, pouvoir donner envie de créer de la carrière et aussi des sujets éditorialement qu'on va traiter et l'angle qu'on va pouvoir utiliser, parce que c'est vrai que quand on se sent concerné par un sujet ou quand on l'a vécu, on va peut-être mieux le comprendre ou avoir envie de le traiter. Et quand on va aller proposer un sujet à un rédac chef qui est totalement éloigné de ces sujets-là, ça va peut-être un peu plus difficile de lui faire en parler dans le média aussi. Puis ça, le problème, il est dès les écoles de journalisme. Parce que les écoles reconnues par la profession, il y en a des gratuites, des publiques, on va dire, pas gratuites, mais et puis il y en a beaucoup de payantes et qui sont souvent en fait les meilleures aussi. Mais qui va pouvoir payer je ne sais combien de frais de scolarité? Ça va être ceux qui ont grandi dans l'Ouest parisien. Il faut avoir des revenus pour faire des études longues, en fait. Puis même, je pense, pour débuter, parce que comme c'est des métiers précaires, même quand on se lance, au début, on a quelques piges, etc. Il faut avoir quand même souvent une famille qui peut nous aider, etc. Souvent, il y a des métiers qui se font en région, mais on vient quand même souvent à Paris. Les loyers sont très chers, donc il faut quand même avoir une famille ou des proches qui puissent nous soutenir, ou alors ça veut dire travailler encore 10 fois plus, avoir plusieurs boulots, etc. Donc, certains viennent déjà avec leur réseau, ils connaissent un tel dans telle rédaction, tout ça. Donc la question de la diversité, elle se pose dès le moment du recrutement en école de journalisme. Et comment on peut faire pour que ça soit ouvert au plus grand nombre. Plus grand nombre, ça c'est. Et est-ce que vous diriez, peut-être, je vous pose la question à chacune, quel est le témoignage ou qu'est-ce que vous avez découvert dans ce livre, s'il y a une chose qui vous a un peu étonné ou le témoignage qui vous a le plus ému? Moi, ce qui m'a peut-être surpris, c'est on avait vraiment voulu parler à des profils très différents de journalistes en région, jeunes, plus âgés. Ça, 31 journalistes. Voilà, 31, dans différents médias. Et ce qui m'a surpris, je dirais, c'est souvent le nombre de points communs, les similarités qui existent dans les difficultés qu'elles ont pu rencontrer, mais aussi dans ce qui continue de les passionner. La plupart pensent qu'elles sont toujours utiles, et ça, je pense que c'est important d'en parler. Comme tu disais, il y a un peu une crise du journalisme, les gens sont de plus en plus méfiants, mais certaines se disent on peut encore avoir un impact, mais c'est ça en fait qui m'a... je retiens pas forcément un témoignage en particulier, mais c'est vraiment de se rendre compte à quel point il y a des similarités. Et c'est aussi vrai dans d'autres professions. Moi, j'ai ma cousine qui est architecte, et qui finalement se retrouve dans beaucoup de témoignages à travers ça, oui. Moi, j'en ai plusieurs témoignages qui m'ont frappée. Il y a 2 jeunes femmes anonymes. Je pense que ça, c'est les 2... Je ne m'attendais pas à autant de violence, en fait. Où vraiment... Ce qui était bizarre, c'est la passion qu'elles ont pour le métier, cette envie d'y arriver, une forme d'ambition, pareil, 2 jeunes femmes qui ont une vocation assez jeune. Et il y en a une, on en parle, elle a évolué dans le milieu politique. Et en fait, elle raconte la violence, alors pas tant des hommes politiques, parce qu'elle explique qu'avec MeToo, ça a quand même beaucoup évolué, que parfois, tu as un peu de lourdeur, mademoiselle, vous êtes bien jolie, regard un peu appuyé sur le décolleté. Mais elle me dit, maintenant, ils font quand même gaffe. En revanche, c'est le milieu des journalistes politiques. Ça m'a étonnée, parce qu'elle me dit, mais j'ai jamais réussi à faire ma place entre eux. Ils sont dans un groupe, il y a des boucles WhatsApp. Et elle me dit, mais tu te rends pas compte, ils notent le physique des journalistes, ils notent le physique des femmes politiques, et je crois que je m'en suis toujours pas remise. C'est comme en un fait. espèce de boys club. Un boys club, ouais.
complètement hallucinant. L'autre jeune femme, vraiment dans une forme de précarité parce qu'elle fait des piges, elle a du mal à joindre les deux bouts, et elle donne tout, en fait, tu vois. Elle veut rester plus longtemps, elle est prête à bosser gratuitement. Et en fait, ça, c'est des choses aussi, en vieillissant, on se rend compte qu'il faut pas accepter ça non plus. Parce que le boulot, ok, c'est super important, mais en fait, il faut pas accepter de se faire maltraiter comme ça. Mais c'est facile à dire, nous, on est plus âgés maintenant. Voilà, et après, des témoignages de femmes plus connues. Moi, il y avait Dorothée Olieri qui m'avait fait rire, parce qu'elle est quand même assez connue. Et je l'appelle et je lui dis, oui, est-ce qu'on pourrait parler du livre ? Elle me dit, ah oui, mais moi, je suis OK parce que j'adore quand on me dit oui. Et je me dis, attends, mais Dorothée Olieri, que tout le monde lui dit oui, enfin, je sais pas. Et elle me dit, non, moi, je te dis oui parce que j'aime bien quand on me répond oui, donc pas de problème, je réponds dans ton livre. Et après, il y en a plein. Il y a Ariane, et puis Nora Amadi. Nora Amadi, on nous en parle beaucoup parce que moi, on m'a dit, Nora, elle envoie du steak. Parce que c'est vrai qu'elle est hyper intense et elle a pas peur. Elle est cash, non. Elle est cash. C'est la seule qui parle du harcèlement moral qu'elle a vécu quand elle a démarré. Et qui le dit et qui le dit pas anonymement. Parce que le harcèlement moral, il y en a quand même beaucoup qui témoignent. Et je trouve que ça fait du bien d'avoir des témoignages comme ça. Alors, anonyme aussi, mais c'est vrai que tu disais tout à l'heure, tu t'es beaucoup retrouvée. Et nous, dans la rédaction du livre, ça nous a fait du bien aussi, je pense, parfois de se dire... même des choses, Pauline et moi, on n'en avait jamais parlé, en fait, de ce qu'on a vécu, de comment on a vécu l'école de journalisme, des échecs, de parfois des types un peu lourds. En fait, et de beaucoup de choses qu'on acceptait au final, de se dire c'est comme ça, c'est la vie. Il faut l'accepter. Je pense que MeToo, ça a beaucoup aidé. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé en tant que femme. J'avais intériorisé des comportements masculins toxiques où, en fait, même quand j'en parlais, on me disait oui, mais c'est un mec, quoi. Et pas que dans le métier, dans la vie de tous les jours, de se dire moi, en tout cas, ça a participé à me dire ok, non, c'est pas normal, mais en fait, c'est pas normal qu'on dise oui, c'est juste un mec et tu dois l'accepter. Je pense que j'avais intériorisé plein de choses. J'étais exactement dans cette situation-là. Et c'est aussi le fait de déménager en Angleterre qui m'a fait prendre conscience de certains peut-être comportements que je subissais en France, que je subissais moins en Angleterre. Me dire, en fait, on n'a pas... C'est pas obligé, les gens sont pas obligés de se comporter comme ça, en fait. Ouais. Puis tu as cette impression aussi que c'est de ta faute. Moi, tu vois, je me disais, faut que je m'accroche... je suis trop sensible, j'ai vécu un petit peu de harcèlement moral. Et je me disais, il faut que je leur montre que je sais bosser, il faut que je leur montre que non, je suis pas nulle. Mais est-ce que tu crois que c'est toi qui pensais que tu étais trop sensible ou c'est ce qu'on te disait ? Je pense que c'est quelque chose qui est intégré, qu'en fait, ça va être dur, il faut être dur et puis, c'est comme ça. Et même en école, on te dit, non, la voix, ça va pas, faut avoir une voix plus masculine. Donc, on se dit toujours, oui, non. T'es pas dans le moule. C'est ça, il faut vraiment se... Après, je sais pas, je me souviens du Elsa Fresnay aussi, qui est aux Échos, et elle parle, tu sais, de ce combat qu'ont fait les femmes. Elles ont décidé un jour de pas signer leur article dans le journal. Alors, c'est très symbolique, parce que est-ce que les lecteurs lisent vraiment la signature en bas ? Mais en tout cas, c'était leur manière de dire, en fait, là, ça va pas. On est moins payés que les hommes, on n'a pas les mêmes postes. Et en fait, elle lance un peu l'idée en se disant, on va voir qui... quasiment toutes les femmes de la rédac participent. Elles sont toutes OK. Et elles se mettent, en fait, à échanger sur il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et Elsa, c'était très fort aussi son témoignage. J'avais beaucoup aimé cet entretien. Et elle dit, mais en fait, je me rends compte que le problème ne vient pas de moi. Le problème, c'est pas que des fois, je fais un peu la gueule ou que je suis fatiguée ou que j'ai eu des problèmes personnels. En fait, c'est systémique. C'est-à-dire qu'il y a un véritable problème et le problème, c'est pas moi. Et je pense qu'effectivement, on a aussi un petit peu voulu faire le bouquin pour ça, pour que, en fait, de lire ces expériences-là, tu te dises, OK, ça peut arriver, mais il y a des manières de contourner ça, il y a des manières d'avancer. Et c'est pas de ta faute. Et c'est pas normal, en fait. Et c'est pas normal. Moi, ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai retenu, c'est vers la fin, du coup, vous parlez justement ça de l'entraide, du collectif. Ouais. Vous parlez des Échos, je crois que c'est arrivé à la Provence aussi. Ouais. Et puis après, vous parlez aussi de
Prenons la Une, etc., MeToo Média. Enfin, je sais pas si vous pouvez un peu faire un petit, pas récap, mais raconter un peu ce côté collectif qui, en fait, a un peu fait progresser quand même, justement, les femmes en termes de salaire, en termes de postes dans les rédactions, plus de postes de rédacteur en chef, à responsabilité. Oui, je pense que c'est de la solidarité, puis c'est aussi de mettre des mots. Tu vois, par exemple, à Provence, Delphine Tanguy a dit il y avait une opacité sur les salaires. On ne savait pas qui gagnait quoi entre les hommes et les femmes. C'est pareil, ça part d'une intuition. Elles ont l'intuition qu'elles sont moins bien payées. Mais en fait, on n'en sait trop rien. Les syndicats se disent on va chiffrer, on va faire des tableaux, on va regarder, on va comparer. Ça saute aux yeux, il y a un problème. Mais une fois que c'est écrit noir sur blanc, comment tu vas justifier ça ? Pourquoi Gontran, qui a exactement le même poste, la même ancienneté, il est payé davantage ? Donc ça a permis d'avancer. Après, c'est tous les témoignages aussi, c'est ce qu'on a vécu avec MeToo, cette espèce de libération de la parole des femmes. Par exemple, il y avait eu la signature des femmes en politique dans l'IB, qui décide de faire une tribune dans l'IB en racontant, j'ai tapé le micro, en racontant toutes les petites remarques qu'on va leur faire. Mais en fait, quand c'est écrit noir sur blanc, les uns après les autres, dans un article, il y a un vrai problème. Et elles disent que, effectivement, il y a une prise de conscience par rapport à ça, des hommes politiques. Donc je pense que ça fait avancer les choses. Prenons la Une, elles sont... c'est beaucoup de femmes indépendantes, c'est beaucoup de pigistes, mais pas que. Et c'est vrai qu'en fait, tu as une ambiance. Nous, on est allés à leur anniversaire pour les rencontrer. Il y avait un débat. Et en fait, elles t'accueillent, elles te donnent des plans, elles te disent est-ce que tu as pensé à ça, à ça ? Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas toujours vu. Parfois, tu as une forme de... Cette sororité, oui, c'est vrai que... Oui. Parfois, tu as quand même une forme de rivalité. Attends, il y a un poste là, je vais pas trop le dire, je fais mon truc dans mon coin. Et elles, en fait, tu sens qu'elles ont compris qu'en s'entraidant, ça va pas dire j'ai perdu le poste, mais au contraire, si j'ai des copines qui montent, des copines qui sont mieux payées, en fait, on va s'aider les unes les autres et on va toutes grimper. Et ça, j'ai trouvé que c'était une énergie qui était vraiment super. Et moi, je disais, j'ai rencontré des jeunes en école de journalisme, pas mal pour le bouquin. Et je leur disais, mais faites partie d'une asso, faites partie... Jean-Marie Charon, il bosse beaucoup sur les clubs de pigistes en ce moment, les réseaux de pigistes. Et je pense que oui, c'est une manière de... Et puis quand tu sors d'école, on a Aline Brachet notamment qui nous raconte, en fait, quand tu sors de l'école, tu te retrouves un peu au milieu de nulle part et des fois ça peut être compliqué. Et d'avoir ça, des gens à qui tu peux parler tout simplement, ça peut beaucoup aider. Donc oui, moi j'aurais bien aimé en fait en sortant d'école faire ça. C'est vrai parce qu'on passe 1 ou 2 ans à être dans cette compétition, dans cette rivalité constante. T'oses pas trop parler, encore une fois, parce que tu dis que être faible, ça va pas te faire gagner des points. Raconter que t'as pleuré en rentrant de reportage, ça va pas te faire gagner des points. Il faut. Moi, je me suis rendu compte, mais je crois qu'on en avait parlé ensemble, que si certaines femmes, pour réussir, elles se sont très endurcies. Elles ont un peu subi le côté dur, parce qu'elles étaient souvent face à des hommes, vu que quand plus on progresse dans les métiers, plus on a des postes à responsabilité, plus on est entouré d'hommes. Et au final, parfois, elles avaient cette dureté-là, elles étaient même plus dures que les hommes pour en fait faire leur place dans le milieu. Et ça, moi, c'est ce que je m'étais rendu compte. Et parfois, quand je me retrouvais face à une rédac chef femme, je me disais « Ah, cool, peut-être que... » Et en fait, il n'y avait pas tellement de sororité parce qu'elle ne s'était pas construite comme ça. Elle-même, c'était sa façon qu'elle avait trouvée pour réussir. Oui, elle s'était dit, moi j'ai réussi, alors je vois pas pourquoi toi tu peux pas le faire comme ça. Et il y a un côté, il y a une tradition beaucoup d'être à la dure, quoi. C'est normal un peu de galérer. Et moi, j'ai trouvé ça trop bien en fait que vous résumez un peu dans le livre tout ce collectif, toute cette entraide qu'il y a. Même si je trouve que moi, en tant qu'indépendante, j'arrive quand même à retrouver ça plus qu'avant quand j'étais en rédac où entre femmes on s'entraide aussi. Donc je trouve ça super, ça existe quand même. Mais, toi, tu as des femmes qui te soutiennent autour de toi En fait, depuis que j'ai le podcast, j'ai beaucoup de femmes journalistes qui m'écrivent et qui sont devenues des copines parce que justement... je pense qu'elles se retrouvent dans mon témoignage. Alors, pas que des femmes journalistes. Parfois aussi, quand j'ai parlé de mon burn-out, il y a des femmes qui
qui sont retrouvés, mais oui, et qui écoutent et qui me disent « Ah, mais c'est fou !» Et j'ai pris un verre il n'y a pas très longtemps avec une journaliste qui m'écoutait, qui écoutait mon podcast, et en fait, on venait de la télé toutes les deux, et c'est drôle, on s'est échangé nos anecdotes, et on a l'impression d'avoir eu un peu le même parcours. Et ça fait du bien de sentir que, ouais, c'est vrai, c'est pas notre faute, ou en tout cas, c'est pas isolé, quoi. Et je pense que ce livre, il fait beaucoup de bien aussi pour ça, de se dire que, oui, c'est systémique, et en fait, c'est pas normal, mais en même temps, on n'est pas toute seule à vivre ces choses-là, quoi. Ouais, je pense que ça donne de la force. Et puis parfois, on se rend pas compte, en fait. Les choses sont pas dites. Donc, moi, il y a quelques hommes qui m'ont dit... j'avais pas vraiment réalisé, en fait, que parfois, vous allez pas oser vous mettre en jupe. Ou alors qu'on fait des blagues un peu salaces et que c'est pas drôle. Enfin, c'est pas drôle pour vous. Vous vous sentez exclu. Il y a un homme qui m'a dit mais moi en fait on parle du boys club, le fait de réseauter un peu entre hommes parce que tu vas boire des verres, tu vas parler de foot, et il me disait mais en fait je l'ai fait moi ça, je suis restée entre hommes, je proposais pas vraiment aux filles mais je m'en rends pas compte. Donc parfois aussi de mettre des mots, je pense que ça peut faire avancer les choses, les faire changer. Je pense quand on est pigiste, parce que le boys club, je trouve qu'il est encore plus important quand on est pigiste, parce que souvent dans nos métiers, au moins en tout cas en télé, il n'y a pas vraiment de CV qui tourne, c'est beaucoup du bouche à oreille, machin qui recommande machin. T'envoies un CV quand t'es stagiaire, mais en fait après c'est que des gens, t'envoies les numéros de « Ah, je cherche quelqu'un ». Et donc c'est souvent aux soirées en fait que tu vas créer des liens, que tu vas parler de toi et que tu vas rencontrer des gens pour tes futurs boulots. Donc c'est vrai que si les femmes ne sont pas invitées, évidemment, ça enlève beaucoup d'opportunités pour travailler, quoi. Ouais, et le réseau, c'est hyper important dans plein de métiers, mais le journalisme, c'est un métier de communication, donc il faut avoir un carnet d'adresses. Et c'est vrai que parfois, pour les femmes, c'est plus compliqué. Mais pour les hommes aussi. Enfin, je veux dire, il y a des hommes qui sont exclus de ça, mais ce qu'on a vu, oui, c'est qu'il y en a qui essaient de se blinder beaucoup. Et d'autres qui se blindent, mais qui vont aussi plus vers les autres. Tendre la main. Ouais. Et il y a Cécile Olivier aussi qui bosse chez elle, qui, elle, sait se blinder, mais aussi se faire confiance, en fait. Et elle disait, je trouvais ça intéressant, elle dit, on nous apprend pas ça assez à l'école, comme une manière d'être, de se dire, je me fais confiance, je sais bosser, je suis compétente... Et en fait, ça va rouler. Tu vois, moi, j'ai l'âge que j'ai 44 ans, donc, mais même à l'âge que j'ai, ça me fait du bien d'entendre ça, en fait. De me dire, il faut croire en soi et se faire confiance. C'est pas parce que t'es une nana que ça va pas le faire, quoi. Et c'est un peu notre espoir avec ce livre. Enfin, on a eu cette réflexion que j'aurais bien aimé lire ça en école de journalisme. De me dire, déjà, t'es pas toute seule, de se faire confiance. Si t'arrives une galère, que tu te fais embêter dans une rédac, que tu te fais un peu harceler, c'est pas normal. Ça fait pas du tout partie du jeu. Et il faut en parler à l'école, il faut en parler à des collègues, il faut en parler à la hiérarchie, il faut pas rester comme ça. Et c'est vrai que parfois, tu as tendance, je le disais tout à l'heure, mais à dire c'est moi qui suis pas assez forte, c'est moi qui suis un peu fragile, il faut que je me batte. Et en fait, tu te rends compte que à 2 mètres de toi, il y a une fille qui ressent exactement la même chose. Et il suffit d'en discuter et de se dire, on va se serrer les coudes et en fait, on va se battre, quoi. Et justement, on a parlé de plein d'aspects forcément un peu négatifs du métier, etc. S'il y a des jeunes filles qui nous écoutent, qui ont envie de devenir journalistes, qu'est-ce que vous lui diriez ou leur diriez comme conseil, ou est-ce qu'il faut quand même se lancer? Est-ce que c'est quand même un beau métier? Oui, non, il faut... Oui. Jamais on déconseillerait à quelqu'un de faire ce métier, surtout pas une femme. Mais oui, ce qu'on vient de dire, il se pourrait que des mauvaises expériences et elles sont pas normales. Il faut pas les intérioriser en se disant c'est comme ça, mais c'est un très beau métier. Tu peux être heureux dans ce métier.
Mais voilà, et puis de ne pas hésiter à s'entraider. Je pense que ça, c'est très important. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on a vécu, nous, en école, forcément, l'entraide. Non, pas tellement. On avait des amis et tout ça. Mais il n'y avait pas cette notion, c'était en tout cas pas encouragé forcément par voilà, les gens dessous nus, de s'entraider, de travailler ensemble. Nous, on avait les troisièmes, la fameuse vague de troisième avant les vacances de Noël. On avait 5 petits élèves de troisième qui voulaient être journalistes et ils me demandaient... ils ont adoré parce qu'on leur a fait faire une interview. Ils étaient tous emballés parce que c'est super de poser des questions. Après, ils écrivent leurs petites chroniques. Tu vois, en les regardant, je me dis, bah ouais, je comprends ce qui se passe dans leur tête. Donc, on a posé la question à toutes les femmes qu'on a interrogées et la plupart, elles disent qu'elles conseillent le métier parce que c'est passionnant, tu découvres tellement de choses. Mais c'était souvent un oui, mais. Oui, absolument, Ouais. mais il faut être au courant de la réalité du métier aussi. Et voilà, et je pense que forcément, on a une vingtaine d'années, on est un peu insouciante, on idéalise le métier. Et je crois, Claire, tu as été en parler dans les écoles du livre. Est-ce que tu as eu des réactions d'élèves ou est-ce qu'ils ont été surpris justement d'entendre un peu vos témoignages ou les témoignages issus du livre ? Ça m'embêtait parce que comme ils sont encore dans ce mythe, ils sont plein d'entrain. Je vois les garçons, ils veulent être journalistes sportifs. Les filles, c'est pareil, tu sens qu'elles veulent apporter leurs pattes en tant que jeunes femmes. Elles ont des idées de sujets qu'elles veulent... T'as des filles qui veulent faire du sport. Enfin, moi, je trouve ça génial. Et donc, moi, j'arrive, je parle de chômage, je parle de précarité, je parle de harcèlement moral, parfois de harcèlement sexuel. Donc, c'est compliqué. Mais ce qui est dingue, c'est que moi, j'avais super peur qu'ils posent pas de questions et de me retrouver toute seule. Et en fait, tu sens la curiosité. Et c'est vraiment, je trouve, quelque chose dans la personnalité des gamins. Ils avaient plein de questions à me poser. Alors, beaucoup sur moi-même aussi, tu vois. Moi, j'avais pas très envie de parler de moi. Et vous, madame, vous avez été harcelée. Et vous, madame. Et c'est des échanges... Quand on parlait d'échanges, c'est ça que je trouve super riche, ce que tu vis aussi dans ton podcast, ce qu'avec Pauline, on a vécu en écrivant le livre, c'est de discuter avec les gens. Moi, depuis, j'ai bu un verre avec une jeune étudiante qui me raconte ses envies. Donc, je lui donne des conseils. Tu vois, elle veut se lancer en finance. Donc, moi, je trouve ça trop marrant, surtout que les femmes sont pas du tout assez présentes dans les sujets éco ou finance. C'est vraiment très enrichissant. Et je trouve que c'est vraiment l'âme du journalisme, quoi. Cet enrichissement qu'on a tous. Moi, je pense que c'est super intéressant de leur raconter justement à ceux qui sont en école parce que moi, j'ai vu en étant dans les rédacs, quand les stagiaires ils arrivent et moi qui le côté un peu cynique qui était là depuis 1 ou 2 ans et je les voyais arriver, je me disais oh my god, les pauvres. Et en même temps, je me reconnaissais. Moi, j'ai pas fait d'école, mais moi, quand je suis arrivée, j'étais passionnée et de les voir en disant oui, alors moi en école, on m'a dit que j'aurais tel ou tel salaire et puis moi, je veux travailler que sur tel sujet parce que ça m'intéresse pas. J'étais là. Alors, qui lui dit ? Et je me suis dit, je pense pas que ça casse l'envie d'être journaliste, mais ça nous prépare. C'est bien d'être préparé, je pense. Oui, et toute cette illusion de Bourdieu qu'on aborde, c'est aussi ça. Comment tu t'adaptes parce que tu as une jeune femme, par exemple, qui nous dit qu'elle s'imaginait parcourir le monde. Bon, on ne sait pas ce qui est arrivé au final. Mais en fait, elle fait des super rencontres, des super reportages, elle fait des interviews. Donc, ça s'est un peu adapté. Mais malgré tout, le métier, elle le trouve passionnant. Donc, oui, parfois, tout le monde ne va pas présenter le 20h de TF1 ou de France 2, tu vois. Mais après, la question, c'est ça. C'est jusqu'où tu t'adaptes. Et effectivement, on ne va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de gens qui arrêtent le métier, Nous, je te dis, on a voulu faire un angle un peu plus optimiste. Oui. Et sur 31 témoignages, combien ont arrêté depuis ? Est-ce que vous savez ? Une seule. Okay. Une seule, ouais. Depuis qu'on a publié le bouquin. Assez rapidement, même après l'entretien.
Et assez rapidement après le début des études. Hein. Ouais. Enfin, à la sortie quelqu'un de qui a la l'école. vingtaine, Ouais. Ouais. Mais parce que Jean-Marie Charon, là, il documente ça très bien, qu'effectivement, il y a des abandons de plus en plus précoces. Et, Plus chez les femmes en plus, hein, je crois. Oui. Alors c'est souvent lié à la précarité, mais aussi la précarité touche plus les femmes. Et elles sont aussi très très nombreuses dans les écoles, en fait. Oui. C'est un métier qui s'est énormément féminisé. Donc, Mais déjà à notre époque, enfin je dis ça comme si c'était il y a 50 ans, il y avait... Il y avait 5 garçons. Ouais. Donc tu vois, déjà... Et du coup, un dernier mot, si quelqu'un a envie de lire votre livre, qu'est-ce que vous lui diriez ou comment vous en parleriez en quelques mots? Donc c'est pas un livre pour les femmes journalistes déjà, c'est un livre sur les femmes journalistes, mais c'est un livre qui, comme on dit, qui veut traiter de la réalité du métier, pas souvent très rose, mais qui se veut aussi, comme on dit, porteur d'espoir. Et en tout cas, dans les retours qu'on a eus, c'est un livre qui parle à beaucoup de monde, pas qu'aux femmes journalistes, mais aussi aux hommes journalistes, pas qu'aux journalistes, dans d'autres professions aussi. Et voilà, c'était vraiment le but d'essayer de donner une image assez... Je ne sais pas si elle est complète forcément, cette image. En tout cas, une image qui colle à la réalité du vécu de ces femmes-là. C'est pour ça qu'on a... C'est des entretiens au long cours, vraiment. Sur un an, c'est ça? Oui. Oui, on a voulu... Certaines, on leur a parlé plusieurs fois pour approfondir certains points. Pour vraiment parler d'une profession qui reste très belle, mais on voulait aussi alerter sur le fait qu'il y a des choses qui ne fonctionnent toujours pas, qui méritent plus d'attention. Oui, je pense que on l'a pensé un petit peu comme un guide aussi. Pauline, elle a travaillé sur la première partie sur ce mythe du journalisme. Moi, tu vois, je n'y avais même pas pensé, en fait, en démarrant le métier, sur à quel point on s'imagine des choses, à quel point ça fait partie de ton identité aussi. Et derrière, oui, je pense qu'on voulait vraiment, vraiment donner la parole aux femmes un peu en longueur, pour en faire, oui, un petit guide, je vais pas dire de survie, parce que c'est pas non plus un métier dangereux. Comment survivre mais en tant que femme journaliste? je pense que l'idée, c'est de savoir quand t'es une jeune... on visait quand même un peu les plus jeunes aussi, je pense, et de se dire, voilà ce que c'est la réalité, c'est-à-dire, c'est compliqué d'avoir un CDI, c'est compliqué d'avoir un super salaire. Si t'es pigiste, il y a des avantages, toi tu connais tout ça, hein, il y a des super avantages, cette liberté-là. Il y a des inconvénients aussi, c'est-à-dire est-ce que je vais me payer à la fin du mois? Et terminer sur la troisième partie qui était plus un peu comme des conseils sur comment naviguer dans ce métier-là. Comment se trouver aussi. Exactement, et pour continuer de s'y épanouir. Moi, je pense vraiment qu'on peut continuer de s'y épanouir, y compris en faisant des choix assez radicaux. Toi, tu as fait un choix assez radical. Quelque part, ça avait bien démarré, ta carrière. Tu étais dans des belles boîtes de prod, tu passais sur des chaînes nationaux. Enfin, c'est une idée. Et ben voilà, tu t'y es pas senti bien. Et aujourd'hui, je pense que tu es plutôt... voilà, le risque, il fait peur, forcément. Ça fait peur, mais au final, il y a d'autres... En fait, je pense que moi, ce qui m'intéressait et ce que j'ai retrouvé dans mon expérience, c'est qu'il y a il y a plein de façons d'être journaliste. Et en fait, parfois, on a l'impression qu'on est bloqué. Et en fait, on peut changer, ce que vous dites, on peut changer de média, on peut changer de passer de la radio à la télé, on peut lancer son propre média, on peut juste changer de rédac. Faire une newsletter, si t'es passionné... Moi, je suis journaliste éco. Si je me mets à être passionnée de jardinage, j'adore écrire. Pourquoi pas lancer une newsletter sur le jardinage? Enfin, tu vois, et il y a plein de manières. Alors, c'est mieux si t'es payé quand même, parce que il y a des femmes qui lancent des newsletters. Elles ont du mal à monétiser tout ça.
c'est compliqué. Mais comme tu dis, ouais, il y a des manières de rebondir. Et surtout, enfin, moi, en tout cas, vraiment, ce que j'ai appris, c'est que j'ai pas assez parlé quand j'avais des problèmes. Oui. J'ai pas assez échangé, y compris avec ma copine, où on se dit des trucs 20 ans plus tard, tu vois, sur même l'école, comment on s'est senti, comment on s'est sorti en sortant. Mais surtout parce qu'en fait, on pensait que c'était normal. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'on n'en parlait pas aussi. Ouais. C'était c'est la vie. Enfin, il y avait un peu cette idée-là. Et voilà, de montrer que non, c'est pas forcé, c'est pas la vie. Enfin, Oui, il y a moyen de se battre, d'être plus forte. Moi, c'est vraiment ça que je voudrais véhiculer avec ce bouquin. En fait, de pas abandonner, quoi. Si ça vous donne envie, il faut y aller. Puis parfois, on y revient. Oui. Parfois, on y revient. Il y en a qui ont quitté, qui sont revenus, parce que c'est pareil, c'est ton ADN, c'est dans ton sang, dans ton cœur. Alors, tu reviens après un passage. C'est ça qui est super chouette dans ce métier-là. Et comme tu dis, c'est hybride, il y a plein de manières de le faire. Toi, je trouve que tu es un super exemple. Ouais, moi, c'est très drôle d'avoir quitté le journalisme, d'avoir jeté ma télé et puis de me retrouver... Mais tu as vraiment jeté ta télé J'ai pas de télé chez à moi. la poubelle. Oui. Mais parce que moi, les voix des gens que j'entendais, je les connaissais. Et donc Ça t'angoissait? Ouais, ça m'angoissait. Le dimanche, j'allumais ma télé, j'étais oh non, lui, je l'aime pas. Ouais, je comprends. Mais du coup, je trouve ça tellement ironique de revenir et en fait de faire un podcast sur le journalisme alors que j'en étais dégoûtée. Donc comme quoi, au final, on l'a vraiment... Enfin, moi, je sens que j'ai vraiment ça dans mon ADN. C'est vraiment ça. Quand j'ai lu le mot, j'ai vraiment ressenti ça pareil et je me vois pas faire autre chose alors qu'en fait... je pourrais faire plein d'autres choses, mais je trouve ça passionnant. Dernière question dans le podcast, j'aime bien savoir qui vous aimeriez avoir derrière ce micro, écouter un épisode avec un ou une journaliste pour un peu connaître ses coulisses. Je sais pas, ça peut être aussi une femme de votre livre ou autre. C'est peut-être idiot, mais en fait, moi, j'adorerais entendre encore plus Nora Hamadi. Je l'ai trouvée tellement... tellement incroyable. C'est toi qui l'avais interviewée. Mais j'adorais pouvoir lui parler moi aussi ou la voir ici. Ouais, c'est un bon choix. Moi, j'aurais envie d'entendre une journaliste sport parce que c'est vraiment un milieu et par les sportifs et par les journalistes où il y a beaucoup d'hommes. Nous, on a fait Mejdaline Mihiri et Lucille Guillotin qui ont des tempéraments explosifs. Et je pense que ça pourrait être très intéressant que tu les interviewes. Dernière question, si les gens ont aimé cet échange, qu'ils ont envie de vous retrouver, de vous suivre ou de vous écrire, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver ? Sur Instagram, on a toutes les deux un compte, on a communiqué pas mal sur le bouquin, on a des échanges là-dessus, et donc Instagram. Moi, c'est Confetti Journal, et aussi sur LinkedIn. LinkedIn je suis aussi, pas mal c'est vrai. présente aussi. En tout cas, merci pour cet échange. Merci Mélanie, c'était super. C'était trop cool. Et puis, ce livre, je l'ai adoré. Et vraiment, je me suis beaucoup retrouvée. Et c'est aussi l'occasion d'échanger entre femmes journalistes. Ouais, c'est super. Donc, trop cool. Merci à vous. Merci et Mélanie. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Je te le dis en off. Si tu as aimé cet échange, donne-moi de la force, abonne-toi au podcast, laisse un avis et partage-le autour de toi. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Je te le dis en off est dispo en vidéo et en audio sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite.